Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur le référentiel REF3 qui a pour objectif d'accompagner et de massifier la rénovation des bâtiments tertiaires. Cette présentation du référentiel vous est proposée par François Septier et moi-même, Élodie Donné, tous deux consultants bâtiments durables au CD2E et missionnés par la région Hauts-de-France pour développer le référentiel et ses outils opérationnels de façon collaborative. La feuille de route REF3 2022-2027 a pour objectif général d'accélérer la mobilisation des acteurs vers l'objectif de neutralité carbone. Pour le bâtiment, il s'agit d'accompagner la transformation des filières d'activité et de déployer à grande échelle des rénovations énergétiques performantes et durables en mobilisant l'ensemble des acteurs. C'est une démarche collaborative qui vise à déployer un ensemble d'actions et d'outils au service des maîtres d'ouvrage, des professionnels, des décideurs et des financeurs publics. Concernant le calendrier, le cas de référence REF3 relatif à la rénovation des bâtiments tertiaires a été initié en 2021. En 2022 ont eu lieu les premiers trophées REF3 du bâtiment durable. Cette année est lancé le programme opérationnel FEDER qui court jusqu'en 2027. Et parallèlement, le CD2E pilote la co-construction des outils opérationnels avec des groupes de travail représentant l'ensemble de la filière. L'élaboration du cadre régional d'ambition partagée pour la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires est issue d'une démarche collaborative regroupant 50 contributeurs et plus de 30 structures, des collectivités territoriales, des professionnels, des syndicats d'énergie, des universitaires. Les objectifs sont de favoriser la montée en qualité des projets, d'être en appui à la montée en compétences des professionnels et de faciliter la collaboration avec les décideurs qui gèrent les finances publiques. Les fonds FEDER qui sont alloués pour la période 2021-2027 s'élèvent à 15 millions d'euros. Les projets éligibles doivent atteindre une performance thermique minimale de BBC Rénovation en intégrant des énergies renouvelables et des écomatériaux. Ils doivent également valider 50% des ambitions du référentiel en traitant en priorité les thèmes économie d'énergie, économie circulaire et énergie de renouvelable et de récupération. Les projets devront être déductibles et participer à la qualification et la structuration des filières. Les outils opérationnels en cours de co-construction sont testés sur deux projets actuellement. Le projet de tiers-lieu porté par Nœud Environnement et un second projet sur la commune de Vambrochy. Alors comment s'organise le document? Le référentiel s'appuie sur 7 thèmes: la performance et l'efficacité énergétique, l'économie circulaire, l'énergie renouvelable et de récupération, le confort et la santé, l'économie de la fonctionnalité, la gestion de l'eau et enfin territoire et site. Ces 7 thèmes recouvrent l'essentiel des sujets incontournables dans les opérations de réhabilitation tertiaire engagées dans l'éco-transition. Donc pour chacune de ces thématiques, il y a 4 niveaux d'ambition qui ont été fixés avec des enjeux qui sont expliqués. Pour chacun de ces niveaux, il y a des exigences socles et des exigences complémentaires. Ce cadre de référence n'impose pas d'obligation de traiter l'ensemble des thèmes et ne constitue pas un référentiel exhaustif, mais il a vocation à s'adapter aux spécificités de chaque projet afin de le faire évoluer vers l'exemplarité REF3. Des groupes de travail sont donc en cours cette année afin de mettre en place une grille d'analyse pour les projets. Les différentes étapes pour utiliser au mieux le référentiel sont les suivantes. Tous les projets étant différents, il convient tout d'abord de bien décrire le projet et notamment ses contraintes, qu'elles soient réglementaires ou spatiales, liées à sa structure ou à son activité. Cette description va permettre d'adapter le référentiel afin de ne pas pénaliser les projets qui ne seraient pas concernés par certaines actions ou au contraire, de renforcer certaines exigences pour d'autres projets. Dès la phase esquisse, une première analyse permet de situer le projet au regard des ambitions du référentiel. L'étape suivante consiste à pousser les curseurs sur les actions socles pour améliorer le projet. À chaque étape du projet, les nouveaux éléments intégrés dans le référentiel permettent de visualiser la progression. Enfin, le référentiel propose des actions complémentaires dont l'objet est d'inciter à aller plus loin, à explorer de nouvelles pistes d'amélioration et bien sûr à innover.
Alors, la première thématique du référentiel, elle traite de la performance et de l'efficacité énergétique. En effet, la rénovation énergétique du bâtiment doit être plus poussée afin d'optimiser les besoins énergétiques et atteindre la meilleure performance possible. Aussi, cette thématique traite trois enjeux principaux: la performance thermique de l'enveloppe, l'efficacité énergétique des systèmes et la gestion de l'énergie. Le premier niveau de cette thématique traite de points relativement standards mais très importants. Le premier outil qui s'impose dans le cadre de la rénovation d'un bâtiment, c'est l'audit énergétique. C'est cet état des lieux qui va permettre, au regard des constats et des objectifs, d'identifier et de quantifier les actions nécessaires pour respecter la réglementation thermique, voire atteindre des niveaux de performance plus ambitieux. Il ne faut pas non plus négliger de traiter les points thermiques, qui constituent des points faibles où la vapeur d'eau peut se condenser et favoriser le développement de moisissures, et d'assurer l'étanchéité pour réduire les infiltrations d'air. La mise en place d'un carnet de détails permet d'appréhender au mieux ces sujets. Enfin, la sensibilisation des usagers et des exploitants permet d'utiliser au mieux le bâtiment et d'optimiser ainsi ses consommations. Pour aller plus loin que la réglementation thermique, le deuxième niveau vise l'atteinte du BBC Rénovation. Vérifier la bonne mise en place des isolants et la continuité de l'étanchéité, il y a plusieurs outils. Il s'agit par exemple de la thermographie à infrarouge, qui va permettre de localiser les éventuelles discontinuités dans l'isolation, ou des tests d'étanchéité à l'air qui vont permettre de vérifier l'absence de fuite d'air. L'objectif est de vérifier la bonne mise en œuvre et de mener les actions correctives si nécessaire. La vérification des systèmes à la livraison est également indispensable pour s'assurer qu'ils soient correctement mis en service. Un bâtiment bien conçu ne garantit pas des charges d'exploitation maîtrisées. Il y a souvent un écart entre les hypothèses de consommation simulées en conception et les consommations réelles d'un bâtiment. Les causes peuvent être d'origines diverses. Seul un suivi du bâtiment en temps réel permettra de déceler et d'expliquer les écarts entre le calcul théorique et sa performance réelle. La mise en place d'une GTB peut y répondre. Le niveau 3 de cette thématique demande de réaliser une simulation thermique dynamique afin d'évaluer de façon précise les consommations réelles et de mettre en place un suivi et une analyse des consommations en phase d'exploitation. En action complémentaire, la mise en place d'un carnet d'entretien et de maintenance des installations afin de suivre et de s'assurer que les prescriptions des fabricants soient bien respectées. Également, la mise en place d'une interface visuelle à destination des usagers peut leur permettre de visualiser la performance énergétique de leur bâtiment. Pour aller encore plus loin en termes de performance énergétique, le quatrième et dernier niveau de cette thématique requiert l'atteinte du niveau passif. La mise en place d'une innovation instrumentée de façon à suivre son impact sur l'exploitation, ainsi que la mise en place d'une plateforme servicielle pour les usagers, sont des actions complémentaires valorisées. Pour appuyer l'explication de cette thématique, nous souhaitions vous présenter une démarche inspirante qui est la rénovation du manoir Le Parc à Levast. Il s'agit d'une réhabilitation en BBC Rénovation qui a fait diminuer par 4 la facture énergétique. Des bonnes pratiques ont été mises en œuvre sur cette opération, comme l'isolation en matériaux biosourcés ou encore l'installation d'une chaudière au bois déchiqueté. Ce projet a reçu le trophée REV 3 Coup de cœur rénovation en 2022. Le second thème qui est abordé dans le cadre du référentiel REF 3 est l'économie circulaire. C'est un thème qui s'adresse aujourd'hui à toutes et à tous, dans tous les secteurs d'activité et jusque dans notre quotidien. Nous ne pouvons plus ignorer l'épuisement des ressources comme nous l'avons fait durant des décennies. Notre manière de vivre doit évoluer et prendre en considération la nécessité de réduire notre production de déchets et de développer nos filières de recyclage. Le secteur du bâtiment en Hauts-de-France représente 2,4 millions de tonnes de déchets chaque année, en grande majorité issus des travaux de démolition et de réhabilitation. Les filières de recyclage et de valorisation se mettent en place et fournissent des alternatives vertueuses pour de nombreux matériaux. Si l'on intègre le fait qu'un produit recyclé a un impact carbone extrêmement réduit par rapport à un produit neuf, l'utilisation de matériaux recyclés répond donc à trois des plus gros enjeux environnementaux qui nous préoccupent, à savoir la réduction de la production des déchets, la préservation des ressources et la réduction des rejets de CO2. La prise en compte de cette préoccupation dans les projets de réhabilitation
commence naturellement par un diagnostic de l'existant. Comment réduire ma production de déchets? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je peux réutiliser? C'est une étape incontournable qui va impacter tous les stades de conception et de réalisation, mais également l'économie du projet. L'utilisation de matériaux biosourcés, notamment pour l'isolation, participe également à cette démarche. Il faut bien entendu s'assurer de la provenance de ces matériaux afin de privilégier les circuits courts et les filières locales. Le référentiel encourage cette démarche vertueuse avec des ambitions de couverture de 25 à 50 pour les parois déperditives. L'analyse en coût global peut aider à faire les bons choix avec une vision à long terme des retours sur investissement. Alors jusque-là, rien de bien compliqué, nous avons déjà atteint le niveau 3 du cadre de référence sur ce thème de l'économie circulaire. L'analyse du cycle de vie peut s'avérer pertinente pour orienter les choix des matériaux. Pour aller plus loin, on peut étendre la démarche aux produits de revêtement intérieur, qui pour beaucoup peuvent également être issus de filières de recyclage. Cette ambition du cadre de référence est finalement une démarche citoyenne, de plus en plus accessible grâce au développement des filières locales. Le niveau 4 du référentiel pousse le curseur encore plus loin en incitant à intégrer dès maintenant la problématique de recyclabilité du bâtiment en fin de vie. Alors pour illustrer ce thème, deux réalisations. Tout d'abord, les bureaux de la mairie à Villeneuve-d'Ascq. C'est un projet qui consiste en une requalification du site logistique de l'entreprise 3 Suisse et qui regroupe plusieurs destinations, logements, commerces et équipements. Une grande partie de la structure existante a été réemployée, des matériaux issus de la déconstruction ont été valorisés et réutilisés sur d'autres chantiers. Enfin, les revêtements intérieurs justifient des émissions de composés organiques volatiles limitées et les matériaux structurants utilisés possèdent un impact réduit en émissions de CO2, notamment le béton recyclé. L'analyse de cycle de vie a été réalisée d'une manière très précise grâce à l'utilisation de fiches FDES des matériaux. Deuxième exemple, la maison du projet de la Lénière à Roubaix. C'est cette fois un projet qui a été conçu selon le principe de cradle to cradle. La construction a ainsi été réalisée afin que tous les matériaux puissent être réutilisés. Le choix s'est porté sur des biomatériaux sans ajout de produits chimiques. La thématique suivante est celle des énergies renouvelables et de récupération. En effet, nous disposons aujourd'hui de nombreuses sources d'ENR, comme l'hydraulique, le solaire thermique et électrique, l'éolien, la géothermie, le biogaz ou le bois énergie. Le développement des ENR permet aujourd'hui le déploiement de filières compétitives. C'est bien sûr de l'emploi, mais également une massification qui participe à rendre ces nouvelles énergies accessibles au plus grand nombre. Les ambitions nationales sont d'atteindre une couverture de 70% de nos besoins en 2050, ce qui suppose une accélération de la mise en place d'installations de production. Le secteur tertiaire, notamment dans le cadre des opérations de réhabilitation, est un vecteur essentiel pour porter cette ambition. Alors quel est le potentiel de mon projet? Quel type d'énergie est la plus appropriée? C'est l'étude d'opportunité qui apportera les réponses à ces questions. C'était un préalable indispensable à toute prise de décision dans le domaine des énergies renouvelables. C'est pourquoi nous retrouvons cette exigence en action socle du premier niveau. Dès les niveaux suivants, il est demandé de justifier de la couverture d'un pourcentage des consommations en énergie renouvelable, à hauteur de 30% pour le deuxième niveau et de 50% pour le troisième niveau. Enfin, les énergies renouvelables étant principalement intermittentes, il peut être opportun de les stocker. Cela implique notamment de développer des solutions innovantes afin de pouvoir disposer de l'énergie lorsque cela est nécessaire. Ces innovations seront valorisées dans le niveau 4 de cette thématique. En exemple, deux projets d'autoconsommation collective. Le premier, de la municipalité de Burbure, dont la centrale photovoltaïque présente sur les toitures de la mairie et de l'école alimente 10 bâtiments communaux, permettant un taux d'autoconsommation de 70% de l'énergie de l'électricité produite. Le deuxième est celui de la municipalité de Rexpoed, qui alimente par des panneaux solaires photovoltaïques et des éoliennes un clubhouse et des vestiaires sportifs. Parmi les 7 thèmes repris dans le cadre de référence, on trouve le thème confort et santé. C'est une évidence, le bâtiment est un lieu de vie et il est essentiel qu'il ne soit pas préjudiciable pour notre santé
et qu'il propose tout le confort nécessaire aux activités. Pour intégrer cette problématique dans les opérations de réhabilitation, le cadre de référence REF 3 s'intéresse aux enjeux principaux que sont la lumière, l'acoustique, la thermique et la qualité de l'air. Sur ce thème, il y a peu ou pas d'imposition réglementaire, notamment dans la réhabilitation tertiaire. Néanmoins, on peut s'appuyer sur la réglementation sanitaire départementale et sur la norme NFS 31080 pour l'acoustique. Ces documents sont accessibles directement via le référentiel REF 3. Quatre approches complémentaires: le choix des matériaux et matériels, les études de dimensionnement, le contrôle de l'efficacité des systèmes, les actions de suivi et de communication. Pour le choix des matériaux, de nombreux indicateurs sont aujourd'hui à notre disposition. L'étiquetage, en lien avec leur innocuité sur la qualité de l'air, les fiches de déclaration environnementale et sanitaire et les fiches de données de sécurité pour l'impact sanitaire et les risques pour l'environnement et pour les ouvriers qui manipulent ces produits et matériaux. En action complémentaire, sur ce niveau, on trouve des actions de sensibilisation pour les usagers du bâtiment. Ce type d'action est déjà régulièrement effectué par les bailleurs à destination des locataires. La projection sur du bâtiment tertiaire ne présente donc pas de difficultés particulières. Les études de dimensionnement concernent différents aspects. La lumière, par une quantification des apports extérieurs et des besoins en éclairage artificiel. La ventilation, qui doit être dimensionnée en fonction des besoins des activités. L'excès d'humidité est un vecteur important de la dégradation de la qualité de l'air ambiant. L'évacuation de la vapeur au travers des parois est essentielle et peut être contrôlée grâce à des études de transfert hygrométrique. C'est une action basée en complémentaire et qui, dans certaines conditions, peut devenir indispensable pour s'assurer de l'absence de risque de condensation dans les parois. Le confort hygrothermique est quant à lui vérifié par une simulation dynamique qui permettra d'ajuster le renouvellement d'air et de mettre en œuvre les protections nécessaires contre les surchauffes éventuelles. Les mesures et contrôles concernent la qualité de l'air par la mise en place de capteurs de CO2 notamment et la mesure de débit de ventilation. Les deux premiers niveaux du cadre de référence sont facilement atteignables. Pour les niveaux 3 et 4, qui nécessitent l'utilisation de logiciels dédiés, l'intervention d'un bureau d'études spécialisé devient donc nécessaire. Alors pour illustrer cette thématique, deux opérations. La maison de l'ingénieur c'est une maison typique du bassin minier. Rénovée en 2015, elle est passée de statut de logement au statut d'établissement recevant du public. Il s'agit d'un bâtiment démonstrateur. Pour ce projet, 7 isolants biosourcés différents ont été utilisés. Sa performance énergétique est proche du niveau passif en rénovation. Le renouvellement d'air intérieur est parfaitement maîtrisé. 80 capteurs ont été installés afin de suivre les évolutions de la température, du taux d'humidité, ainsi que du taux de CO2 dans l'air ambiant. Vous pouvez visiter ce bâtiment en vous adressant au CD2E via notre site internet. Le second projet, c'est le groupe scolaire Jules Ferry à Aulnoy-les-Valenciennes. C'est un bâtiment des années 60 fait de béton et de préfabriqués qui accueille une école maternelle et une école primaire. Pour réaliser ce bâtiment respirant, la solution retenue est une ventilation naturelle activée, assurant un renouvellement d'air continu en lien avec le manteau dynamique climatique. Ce manteau se base sur un système de préfabrication. Les parois opaques du bâtiment sont isolées par des caissons bois-paille. Ce système permet d'assurer un bon confort intérieur en été, le déphasage étant de l'ordre de 15 heures. Ce bâtiment est également équipé de fenêtres pariétodynamiques pour une meilleure maîtrise de la température et des flux entrants et sortants. La thématique suivante est celle de l'économie de la fonctionnalité. L'économie de la fonctionnalité, selon l'ADEME, consiste à fournir aux entreprises, individus ou territoires des solutions intégrées de services et de biens reposant sur la vente d'une performance d'usage ou d'un usage et non sur la simple vente de biens. Sur cette thématique, le référentiel propose donc 4 niveaux d'ambition, avec à chaque fois une ambition socle et pour les niveaux 2 et 3, une ambition complémentaire. La première étape dans la démarche d'économie de la fonctionnalité, c'est l'identification des besoins.
Ces besoins, qui sont exprimés par les futurs usagers du site au cours d'ateliers d'échange, sont ensuite traduits dans le programme de la rénovation du bâtiment. Dans une optique d'adaptation ultérieure, il est nécessaire de réfléchir aux usages futurs du bâtiment et aux moyens à mobiliser. Pour cela, il faut identifier la capacité de l'ouvrage à pouvoir évoluer dans ses usages ainsi que dans sa modularité. La programmation et la conception du projet doivent intégrer un travail sur l'adaptation du bâtiment à différents types de publics et à différents besoins. Pour mener à bien cette démarche, le maître d'ouvrage peut s'entourer de compétences spécifiques telles que l'assistance à maîtrise d'usage qui a pour rôle d'orchestrer la concertation de l'ensemble des parties prenantes durant les phases de programmation et de conception de l'ouvrage. Voici deux projets exemplaires qui ont intégré tout ou partie de la démarche. Le premier, c'est le projet de Bazar Saint-Saul à Lille. C'est un projet qui concerne la transformation d'une ancienne halle de la gare Saint-Sauveur en un lieu dédié à l'économie créative tout en conservant la structure voûtée en béton. Le bâtiment accueille à la fois des ateliers, un espace événementiel, des bureaux, salles de réunion, des espaces de coworking et un espace de cuisine. L'aménagement intérieur en bois permet une grande modularité des espaces, cloisons, panneaux d'agencement, etc., dès maintenant et pour une évolution future. Les réseaux ont par ailleurs été laissés apparents pour réaliser une économie de matière et favoriser cette modularité. Le second projet, il s'agit de l'Ermitage, qui est un tiers-lieu d'innovation rurale et citoyenne dédié à l'expérimentation dans les domaines de l'agroécologie, la transition énergétique et le vivre ensemble. L'implantation des différents espaces a été réfléchie de façon à ce que ceux-ci soient modulables et adaptables en fonction des expérimentations et des projets, tout en tenant compte des spécificités du terrain et de l'écosystème. Différents espaces traitant de thématiques variées, telles que les jardins, le théâtre de verdure, le plateau, ou encore le hameau et ses ateliers. Alors le thème suivant, c'est la gestion de l'eau. La gestion de l'eau est devenue essentielle pour préserver les ressources, mais aussi pour limiter les risques d'inondation et de pollution. Une approche globale dès la conception du projet est nécessaire pour apporter des réponses durables, telles que la perméabilisation des sols ou la réduction du volume d'eau de ruissellement. Le référentiel incite les projets à intégrer cette problématique dès les premières phases de programmation. Toutes les ambitions de cette thématique sont accessibles et s'appuient sur des techniques éprouvées. Alors, en matière de gestion des eaux pluviales, chaque projet est différent, en fonction de la zone d'implantation, de la nature du sol, de sa perméabilité, de la présence de cours d'eau à proximité ou de nappes phréatiques. Ce sont les règles locales qui vont s'appliquer. Dans la plupart des cas, on privilégiera une gestion des eaux à la parcelle plutôt qu'un rejet systématique au réseau. À minima, un stockage sur site avec un débit de rejet contrôlé est souvent nécessaire. Sur ce premier niveau d'ambition, rien de bien compliqué, il s'agit de mettre en place une récupération des eaux pluviales pour des usages sur site, arrosage, alimentation des sanitaires ou nettoyage des surfaces. Pour le matériel hydroéconome, c'est aujourd'hui devenu un standard. Le comptage systématique permet de s'assurer du bon fonctionnement des installations et de l'absence de fuite. Le comptage pourrait être étendu aux eaux pluviales récupérées et utilisées sur le site. La gestion des eaux de pluie implique de limiter les surfaces imperméabilisées et de mettre en place des mesures pour favoriser l'infiltration. Cela n'est bien sûr pas forcément possible si la perméabilité du sol ne le permet pas. Si le sol n'est pas suffisamment perméable, d'autres systèmes, comme par exemple les puits d'infiltration, peuvent être mis en place. Il ne faut pas négliger le rôle important de la végétation dans la gestion des eaux pluviales. Par leur système racinaire, les plantes favorisent la pénétration de l'eau dans le sol. Le processus d'évapotranspiration permet également d'évacuer une partie de l'eau dans l'air. Cette végétation intégrée au bâtiment, que ce soit en toiture ou en habillage de murs, participe également à la régulation hygrothermique du bâtiment. Le niveau 4, qui est le plus ambitieux sur ce thème, propose une action qui vise à détecter les fuites. Ça semble une évidence, c'est une action qui peut permettre d'éviter de nombreux problèmes. Ces systèmes de repérage de fuites peuvent également être installés sur les chantiers, qui sont souvent de gros consommateurs d'eau, avec des installations provisoires installées dans des environnements sensibles. Enfin, lorsque la nature des rejets le justifie et que les espaces extérieurs le permettent, la phytoépuration peut être une solution vertueuse pour limiter la pollution liée aux activités du bâtiment.
Alors pour illustrer cette thématique, nous avons choisi l'entreprise Pocheco à Forêt-sur-Marque. Dans le cadre d'une démarche globale de développement durable, cette entreprise a mené une réflexion globale autour de la gestion de l'eau sur la parcelle sur laquelle se situe son installation. Les travaux portent sur la diminution maximale de la consommation en eau potable, du traitement des eaux usées et de la suppression du rejet des eaux pluviales sur le réseau communautaire. Une végétalisation extensive, demandant peu d'entretien, a été réalisée sur les toitures des bâtiments, 2400 m², permettant un stockage et une évaporation d'une partie des eaux pluviales. L'excédent des eaux pluviales provenant des toitures est dirigé vers des cuves de récupération d'eau de pluie d'un volume de 100 mètres cubes. L'eau ainsi récupérée a plusieurs utilités, telles que le nettoyage des machines de production, l'alimentation des sanitaires ou encore le rafraîchissement de l'air via un système de ventilation adiabatique. L'ensemble de ces choix a permis de faire baisser la consommation en eau potable de 1200 mètres cubes par an. La dernière thématique du référentiel REV 3 concerne le territoire et le site. En effet, il est important de ne pas considérer la rénovation des bâtiments uniquement par le traitement de l'enveloppe et de l'intérieur du bâtiment, mais également leurs abords. Il est nécessaire de penser le projet sous l'angle des espaces et de l'environnement qu'ils impactent. La prise en compte de la biodiversité doit se faire à chaque étape du projet de rénovation, avec des solutions adaptées au contexte de chaque projet. La première étape consiste en la réalisation d'un diagnostic écologique, qui est indispensable afin d'identifier les caractéristiques du site et de limiter l'impact du bâtiment dans son intégration dans l'environnement. Celui-ci permettra notamment d'identifier les mesures à prendre en phase chantier afin de respecter et de protéger l'environnement. Le niveau 2 du référentiel sur cette thématique requiert un travail de sensibilisation des usagers afin de pérenniser la démarche de préservation et de valorisation de la biodiversité lors de la phase de vie du bâtiment. Pour ce faire, il peut être opportun de se faire assister d'une AMO qui soit spécialisée dans la biodiversité. Dans les niveaux 3 et 4, il s'agit de mettre en place des actions d'amélioration de la valeur écologique du site. Cela peut passer par de la végétalisation, que ce soit en toiture ou en façade, la création d'espaces potagers ou encore des mares écologiques. Voici deux exemples de projets qui sont exemplaires sur cette thématique. Le premier, c'est les fermes urbaines de Grande-Sainte qui intègrent la production alimentaire biologique, la formation des maraîchers, la sensibilisation des habitants à l'alimentation durable. Ensuite, il y a le jardin de la chlorophylle à Roubaix, qui est un espace consacré à la nature, issu de la requalification d'une friche urbaine et situé autour d'une maison bioclimatique construite avec des matériaux biosourcés. Alors chacune des 7 thématiques du référentiel fait l'objet de webinaires d'introduction, suivis de groupes de travail de co-construction des outils opérationnels. Ceux-ci sont proposés tout au long de l'année 2023 selon le calendrier que vous pouvez voir à l'écran. Alors n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Les webinaires passés sont disponibles sur la chaîne YouTube du CD2E. Comme on l'a dit précédemment, des trophées REV 3 ont été organisés l'année dernière et une nouvelle édition aura lieu cette année. L'objectif, c'est de mettre en lumière les bonnes pratiques régionales en termes de construction, de rénovation et de les multiplier, et également les professionnels qui osent, persévèrent, proposent mieux. Vous pouvez retrouver les vidéos des projets récompensés en 2022 sur le site du TD2E. Pour l'édition 2023, les candidatures sont déjà ouvertes. Elles courent jusque fin juillet si vous avez un projet vertueux à proposer. Rendez-vous sur le site du CD2E pour retrouver toutes les informations. Merci de nous avoir suivis sur cette présentation du référentiel REV 3 des bâtiments tertiaires. À bientôt.